archéologue du futur, pionnier du digital, poète en hexadécimal. Je vous salue bien bas et je vous dis bienvenue dans Médiatique, votre émission dédiée au TIC que vous retrouvez, vous le savez maintenant, chaque jeudi de l'été de 15h à 16h sur les ondes de radio Alger Chaîne 3. Je suis Reda Benassel en compagnie de Jawid Azekad et de Saddir derrière la vitre, ainsi que mes chroniqueurs de talent. Nous allons tenter pendant une heure de temps de faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, de clubs étudiants, de recherche scientifique et de nouvelles tendances. Et au programme de cette émission, chapeautée par notre chroniqueuse Dalila Harrat, nous aurons le grand plaisir de recevoir Monsieur Roslan Ben-Cherif, consultant en stratégie de digitalisation, Monsieur Tahar Amin El-Houari, expert en cybersécurité et président du OWASP Algiers Chapter, sans oublier Monsieur Mehdi Nasser Kerkar, consultant et enseignant en cybersécurité. Tout ça et bien d'autres choses encore, c'est dans Médiatique, l'émission qui vous emmène à la découverte de la Terra Numérica, juste après ceci. Et il est 15h09 sur les ondes de radio Alger Chaîne 3, la bonne humeur s'entend dans le studio, espérant qu'elle soit bien évidemment contagieuse, là où vous vous trouvez deux thématiques complémentaires qu'on va essayer d'aborder dans cette émission, en l'occurrence l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Pour en parler, un panel de choix orchestré par notre Dalila Harrat national, en l'occurrence Monsieur Roslan Ben-Cherif, Monsieur Tahar Amin El-Houari et Monsieur Mehdi Nasser Kerkar. Alors, on va commencer par vous, Roslan. Bienvenue dans l'émission. Merci. Vous avez donné il y a quelques jours une conférence autour de l'intelligence artificielle, ses dangers, ses perspectives. Alors, danger ou perspective en fait? On en a parlé. Plus sérieusement, alors, je sais que vous êtes un éternel optimiste, que vous voyez plus les potentialités que ça peut générer, plutôt que les dangers éventuels d'un point de vue économique ou social. Alors, on ne peut pas regarder aux potentialités sans faire attention justement aux risques que cela implique. Donc, effectivement, il y a d'énormes potentialités. On est à l'aube d'une ère nouvelle d'un point de vue technologique qui vient avec, bien entendu, ses bienfaits et, bien entendu, ses dangers. C'est compliqué de pouvoir synthétiser tout ça là maintenant tout de suite, mais si je devais le faire rapidement, c'est une nouvelle technologie, c'est un outil qui permet aujourd'hui d'abord de se défaire de toutes les tâches qui sont rébarbatives, chronophages, etc., etc. D'un autre côté, on voit que son évolution elle est tellement rapide et elle va tellement loin en termes de transversalité, c'est-à-dire qu'elle touche à tellement de secteurs d'activité différents. On se souvient de la grève de Hollywood l'année dernière, c'était l'une de leurs revendications, la crainte de se retrouver au chômage à cause de l'IA justement. Entre autres. Après, là où on en est aujourd'hui, c'est que il y a la possibilité on parle beaucoup en fait justement des dangers de l'IA dans le fait de remplacer l'humain ou du fait de remplacer ou de sortir, si vous voulez, certains nouveaux métiers, ou d'annuler des métiers qui sont déjà existants. Tout va dépendre en fait de l'approche. Ça, c'est si on est vraiment pessimiste et qu'on va vraiment vers ce qui peut être le plus catastrophique, le scénario le plus catastrophique. En fait, il est plus question d'adopter un outil, d'être augmenté, j'ai envie de dire, par cet outil, au même titre que on a pu l'être ou que l'humanité a pu l'être au travers des révolutions industrielles dans le 19e siècle et de l'arrivée d'Internet à la fin du 20e. Donc, une personne qui travaillait sans un ordinateur, par exemple, et une personne qui a appris à utiliser l'informatique, un ordinateur, puis avec l'avènement d'Internet, va être forcément plus productive, va être forcément plus, comment dire, compétitive. Plus que ça. Elle va être plus on va rester sur le mot productif. Voilà. Elle va être beaucoup plus efficace, plus qu'une personne qui continue à utiliser les anciens outils, le stylo, la feuille, etc., etc. Mais comme on en parlait en off, le principal problème, c'est la rapidité de ce changement. Les révolutions que vous évoquiez ont mis du temps à s'installer, et donc ça a laissé bien évidemment la possibilité aux gens de s'adapter, de se mettre au niveau, de changer d'outil de travail. Là, ça va super vite. En quelques années à peine, est-ce que les graphistes vont survivre dans quelques années? Est-ce que les effets spéciaux pour le cinéma vont survivre? Est-ce que les DJ vont survivre? Tous ces domaines de création qui se retrouvent comme ça menacés du jour au lendemain. Il faut juste aller sur LinkedIn et je suis graphiste, je maîtrise Canva. Voilà. Il y a un problème quelque part.
Encore une fois, c'est une manière de définir son métier. Là, on rentre en fait plus dans la définition de l'être humain. Et ce que j'ai envie de dire, ce que je dis depuis tout le temps, c'est que c'est un outil. La manière dont il peut être dangereux ou efficace dépend de la personne qui l'utilise et non pas de l'outil en lui-même. J'ai donné l'exemple de l'énergie atomique. Notre ami Younes Grar, pardon, que je salue, donne l'exemple des couteaux. Du fameux couteau avec lequel on peut faire des choses extraordinaires en cuisine. De la cuisine. Ou alors, voilà, assassiner des personnes. Donc c'est exactement le même outil, tout dépend entre les mains de qui il est. Très bien, Dalila, tu voulais intervenir. Et puis surtout, c'est les paradigmes. C'est-à-dire, maintenant, on est un peu limité peut-être par une certaine vision de comment les métiers se faisaient ou se font maintenant. Mais peut-être avec enfin, je dis peut-être parce que je ne peux pas prédire l'avenir, mais peut-être qu'il faut appréhender avec d'autres paradigmes, avec la solution qui vient, avec ces outils. Et donc, peut-être qu'il faut créer autrement, finalement. Peut-être que, juste ce qui fait ça veut dire que, pour le moment, on n'arrive pas à voir, de recul pour voir comment. Mais peut-être que les créations vont se faire autrement. Le cinéma, comme il se faisait au début du XXe siècle, c'est pas le cinéma qui se faisait à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle. Oui, mais les domaines artistiques se meublent aussi et se construisent sur le côté alimentaire. C'est-à-dire qu'un réalisateur va évidemment tenter de faire le film de sa vie, il va mettre ses tripes, ses entrailles, son imagination. Il devra aussi faire des petits films de publicité pour pouvoir survivre. Absolument. Et pouvoir évidemment payer ses factures, etc. Donc si on lui enlève toute cette partie survival, cette partie alimentaire, ça risque effectivement d'être compliqué de vivre de sa passion et de son art. Ça va être pour tous les métiers et pour toutes les causes. C'est des pans d'économie entière qui vont être impactés. Demain, si les gens ne travaillent pas, et c'est une question réelle on pourrait même en faire une émission, si les gens ne travaillent pas, qui paiera les impôts? Ne serait-ce que ça. On sait que les impôts sont payés par les entreprises. D'ailleurs, les gens parlent maintenant de taxer les robots. C'est-à-dire, il y a d'autres façons de voir les choses et d'autres réflexions qu'il faut avoir out of the box. C'est-à-dire, pas comme on est pas dans cette économie-là, pas dans cette réalité-là, mais peut-être un peu en dehors. On va poser la question à nos deux invités. Tahar Mehdi, qui veut intervenir? Bonjour, merci pour assister. Je retourne juste sur ce qu'il avait dit. C'est vraiment une évolution de domaine, c'est une évolution dans tous les domaines plutôt. Et je dirais que... Surtout du vôtre, hein, dans la cybersécurité, ça bouge très vite et énormément. Je pense que c'est vraiment aller en finalité. Si on est parti du papier au stylo jusqu'à l'informatique, il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont évolué, si tu passes pas à l'ordinateur, à l'internet, tu vas pas suivre, tu vas perdre. On va devenir obsolète, voilà. Et tu vas perdre les trucs qui vont être manuels. D'accord. Donc il y aura un manque. Donc il faut évoluer. C'est ça, il faut passer à cette technologie et au lieu d'être artistique, graphiste simple, tu vas être artistique, graphiste, utilisateur de l'IA, backé par l'IA. Ça se tient. Même constat? Oui, je pense que c'est la même chose parce que... Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Hein. Bon, je suis d'accord sur une partie parce que, je pense que l'IA est un accélérateur de la transformation digitale. Donc ça va aider à automatiser quelques tâches, quelques jobs aussi. Donc ça c'est un avantage. Mais en même temps, je suis d'accord avec Monsieur Arslan, c'est ça. C'est ça. Exactement. Donc il y a des risques en matière de IA, surtout si on parle par exemple des risques cyber en matière de cybersécurité, et on va entamer cette partie, Inch'Allah, aujourd'hui. Non, on peut le faire tout de suite, justement. C'est quoi les risques en question dans votre secteur d'activité? En quoi l'IA facilite la vie aux hackers potentiels? D'accord. Maintenant, on a vu par exemple l'exemple du l'IA dans la partie graphic design. D'accord. On peut utiliser la même chose en matière de cybersécurité. Donc, on a par exemple les deux spécialités majeures, la sécurité défensive et offensive. Donc, en matière d'avantages, on peut utiliser par exemple l'IA d'une façon défensive, donc pour automatiser la détection des menaces. Mais en même temps, pour la partie attaquant par exemple, la partie offensive, ça va simplifier, on peut dire ça... On peut démarrer par exemple des attaques très simples, très rapides, même si l'utilisateur n'est pas très compétent en matière de sécurité offensive. D'accord. C'est-à-dire tout l'effort que devait faire le hacker d'apprentissage, etc. Là, en fait, l'IA lui mâche un peu le travail. Exactement. Parce que, l'IA, en tous les cas, c'est pas un être humain, donc c'est un robot. Donc, elle a par exemple des instructions, etc., des codes bien définis. Donc, on peut bypasser en quelque sorte certaines restrictions. Donc,
on peut utiliser l'IA pour attaquer d'autres gens, ou bien d'autres entreprises, ou bien des systèmes d'information en général. Alors c'est bien ce que vous dites, parce que la grande majorité des IA grand public, ça a des garde-fous. C'est-à-dire qu'on peut pas les utiliser pour faire tout et n'importe quoi, mais apparemment c'est facilement contournable. Contournable, et c'est surtout que l'IA n'a pas de morale aussi, à certains moments. Elle peut faire, vous imaginez, elle n'a pas de garde-fou, comme vous dites, ni morale, ni autre chose, et elle peut faire des dégâts quand même, éventuellement. Sur le haut de l'iceberg, on peut pas faire n'importe quoi avec ChatGPT par exemple. Non, voilà. non, on parle d'IA plutôt privative et qui ne sont pas forcément que génératives, mais beaucoup plus poussées. Et donc là, vraiment, ça c'est un risque aussi qui est parce que finalement l'outil va se démocratiser et va peut-être devenir à la portée de tout le monde. Et donc c'est l'une des réflexions qu'il faut pousser pour un peu voir comment mettre des garde-fous, et je me demande comment est-ce qu'on peut faire ces garde-fous-là. Peut-être que en faisant de l'offensive aussi via l'IA. C'est peut-être ça. De l'offensive, c'est-à-dire? C'est-à-dire que il y a enfin du défensif plutôt. C'est-à-dire si l'offensive. On est rassuré. Je suis désolé. C'est juste. C'est-à-dire si l'offensive est via l'IA, il faut peut-être faire du défensif via l'IA. Ça existe déjà, il me semble. Ça existe, oui, c'est ça. Mais un peu, c'est pour être au même niveau de force en quelque sorte. Roselaine, puis Mahdi, puis Tahar. Alors si on prend, pour rester sur le même exemple, aujourd'hui l'IA sait coder. On peut demander à l'IA de nous générer du code, un code informatique quelconque. Mais elle va aussi être capable d'analyser ce code, ou des milliers ou des dizaines de milliers de lignes de code, qu'elles peuvent, en fait, si l'être humain devait le faire seul, ça lui prendrait peut-être des années. Aujourd'hui, on peut donner un code à l'IA qui va nous aider, en fait, à aller directement identifier où sont les points faibles de ce code, ou quels sont les éléments auxquels il faut directement faire attention. Donc, ciblage. Voilà. Donc, du coup, quand je parlais d'augmenter les capacités de la personne à pouvoir traiter de la donnée, ben forcément, la typologie de données va être différente en fonction du secteur d'activité de laquelle est produite cette donnée, et l'IA sera toujours ici comme étant un outil qui permet d'augmenter les capacités d'analyse de la personne qui va l'utiliser. On lui donne le code, on va lui demander où sont les failles, il va commencer déjà à nous donner les premières pistes d'analyse. Après, on peut lui demander même éventuellement quelles seraient les meilleures façons de pouvoir corriger justement ces codes. Comment est-ce qu'on peut optimiser ce code? Comment est-ce qu'on peut éventuellement le sécuriser un petit peu plus? Et donc ça, même moi qui suis absolument nul en code, je suis pas capable d'aligner deux lignes de code les unes en dessous des autres. Non, c'est la vérité. Non, je te jure que pour une fois, c'est la vérité. Mais j'arrive aujourd'hui à faire des choses. J'arrive à faire des choses avec du code qui m'est généré directement par l'IA pour réussir en fait à faire à générer même des applicatifs spécifiques sur la base de ce que j'ai envie de faire. Tu parlais la dernière fois de petits modules que tu as programmés pour justement te décharger. Que l'IA a programmé. Voilà. Et qu'elle m'a dit où mettre et comment les activer, comment faire les tests, etc., etc. Et ça fonctionne du feu de Dieu. Donc ça à vraiment prendre en considération. Et pour revenir juste à ton exemple, pour les personnes qui veillent à l'alimentaire, je pense que c'est c'est la vision en fait des feignants. Aujourd'hui, si on ne se met pas vraiment au diapason, on peut juste apprendre les nouvelles techniques et faire cet alimentaire au lieu de le faire en 3 jours ou en une semaine, le faire en quelques heures et rebasculer en fait sur sa passion et passer du temps sur ce qu'on sait faire le mieux. Je pense pas que ce soit une vision de feignant, je pense que c'est une vision réaliste. On va prendre l'exemple de l'architecture, on avait fait 2-3 émissions autour de ça, c'est un des métiers les plus menacés par l'intelligence artificielle, et les architectes, pour un architecte exceptionnel, vous en avez 100. Mon travail, c'est juste de dessiner des bâtiments quelconques, c'est vraiment l'utilitaire, les cités ADL. Voilà. On ne peut pas dire que ce soit des merveilles d'architecture, on ne peut pas dire que ce soit genre nouvelle, mais voilà, c'est utilitaire, on en a besoin. Et c'est cette partie de cette grande corporation d'architectes qui est menacée. Parce que tout simplement, si on ne fait plus appel à eux, ils vont se retrouver tout simplement au chômage. On n'a pas besoin de Botticelli pour faire une cité ADL, encore une fois. Oui, mais c'est pas du tout ou rien. C'est pas juste où je donne absolument tout à l'IA et je lui dis de tout me faire. Je dis fais-moi un bâtiment ADL, d'accord, et donc j'élimine toute l'intervention humaine, ou alors je prends des humains qui ne peuvent faire que ça eux-mêmes avec les méthodes empiriques. On peut amener ces humains aujourd'hui à faire mieux en utilisant l'IA, à faire plus vite et à être forcément plus productif et forcément à coûter moins cher et aller plus vite. Mais là, tu vises ceux qui ont une capacité d'adaptation
déjà très élevés, ceux qui ont déjà cette fibre artistique, C'est pour et ça- cette volonté de se dépasser. Bah, c'est et pour ce ça- n'est pas le cas de la majorité C'est des pour gens. ça on va que pas je se te mentir. parle. C'est pour ça que je parle de fainéantise. Aujourd'hui, la technologie, elle est là. Où on monte dans le wagon, où on le laisse Donc passer. c'est du darwinisme Donc pur. c'est, pour c'est, toi. bah, de toute façon, get adapted or die. Oh non, ça va pas de- clairement. Hein, là. Donc à partir de là, les personnes qui ne veulent pas monter dans le train ne pourront sans Ou ne vouloir, peuvent n'en pas, vouloir, ne pouvoir. c'est- Allez, ne peuvent pas. Pourquoi ne peuvent pas? Tout le monde On n'est est- pas un architecte brillant, tout C'est le monde une n'est question. pas un On n'a pas excellent besoin d'être compositeur brillant. de Mais justement, musique. tout le monde- voilà. l'IA aujourd'hui fait qu'on n'a pas besoin d'être brillant. On vit aujourd'hui une époque qui est l'époque où l'humain a accès à l'information et à la connaissance et à la science de la manière la plus facile depuis que l'humain existe sur Terre. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de savoir lire ou écrire pour demander une information à son ordinateur ou à l'IA et qui va revenir avec des réponses. Alors, je prends ça avec avec des pincettes, parce qu'il ne faut pas prendre tout ce que dit l'IA ou tous les retours clairement. de l'IA comme étant parole sacrée, mais ou juste forcément. Mais aujourd'hui, il est très très facile quand on a envie de s'en donner les moyens et qu'on prend le temps de pouvoir vraiment apprendre n'importe quel élément qu'on a envie d'apprendre. Très bien, on réoriente maintenant sur la cybersécurité. Dalila. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, Tahar Amin et Mehdi Kerkar, ils sont là, je les ai invités pour quelque chose que je trouve assez extraordinaire que ces jeunes-là, ces jeunes gens brillants ont mené ici en Algérie, c'est de créer ce qu'on appelle des chapters, ce sont des branches d'organisations internationales qui s'occupent de tout ce qui est bonne pratique dans l'IA. L'une qui est l'OASP, qui s'occupe de tout ce qui est bonne pratique dans la conception de logiciels, donc dans la réalisation de logiciels, et l'autre sur tout ce qui est cloud. Très bien. Voilà. Et donc, franchement, j'ai été agréablement surprise d'avoir découvert ça sur les réseaux sociaux. Et quand j'ai contacté le président, monsieur Tahar Amin, et il a bien voulu venir nous expliquer. Donc, expliquez-nous ce que c'est que l'OAS, ce que c'est le CSA. Donc, vous, en créant ces deux chapitres-là ici en Algérie, chapters en anglais, qu'est-ce que vous visez et quelles sont les réalisations et quelles sont les initiatives que vous êtes en train de mener dans ce sens? D'accord, très bien. Bon, on peut démarrer avec OWASP par exemple. Donc OWASP, c'est selon l'abréviation officielle, c'est l'Open Worldwide Application Security Project. D'accord. Donc c'est, comment dire, le projet international en matière de sécurité applicative, sécurité de logiciels. Donc c'est une organisation internationale à but non lucratif. Ça exerce dans toutes les choses qui ont en relation avec la sécurité applicative en général, donc tout ce qui est mobile, web, IA, cloud, etc. OWASP, par exemple, c'est connu selon les référentiels, par exemple OWASP Top 10, le WSTG, etc., etc. Donc des différents outils, différents référentiels. Alors je rassure nos auditeurs, ça va beaucoup utiliser d'acronymes, mais on va expliquer à chaque fois. Voilà. Voilà. Bon, c'est des exemples, par exemple, des projets majeurs de OWASP. Donc, on a le chapitre OWASP Algiers, ou bien OWASP Alger. Donc, c'est un chapitre à but... C'est une branche de l'organisation. C'est une branche, exactement, chapitre, branche liée à l'organisation à but non lucratif. Donc, on a fait beaucoup de projets en matière de... ou bien dans le territoire national et international. On a fait des partenariats par exemple avec des clubs universitaires, avec des entreprises et d'autres clubs même à l'échelle internationale. On peut avoir quelques exemples sans citer forcément les institutions? C'est-à-dire Par des exemple. projets concrets de quelle manière? Bon, on a fait par exemple des sessions de sensibilisation en matière de cybersécurité. Très bien. En direction du grand public ou des entreprises? Oui, pour le grand public, oui. Bon, on peut dire pour les étudiants principalement, mais aussi pour les professionnels du domaine. D'accord. Exactement. Donc, on a touché pas mal de sujets en matière de offensive, défensive, gouvernance, etc. Et on a fait aussi, par exemple, d'autres projets, par exemple, une formation complètement gratuite en matière de cybersécurité. C'était une formation unique, parce que c'était la formation, ou bien la première formation en Algérie complètement free to everyone. Donc ça, c'était l'avantage. Donc, On a reçu gratuite à beaucoup tout le monde. Oui, voilà. c'était gratuit à tout le monde. En ligne, j'imagine. Oui, en ligne, Mhm. oui. Donc remotely, n'importe quelle D'accord. personne peut... Oui. Avec 1000 inscrits, je pense, au départ. Oui. Quand Oui, même, oui. hein, c'est- Oui, Il pas resté 1000 En inscrits. tout cas, il y a un engouement, il y a une C'est ça, curiosité. absolument. Il y a toute une demande derrière. absolument. Et la chose qui est intéressante, par exemple, on a eu même des inscriptions hors l'Algérie.
malgré que l'intention de cette formation, c'était pour les Algériens uniquement. Donc ça c'est une bonne chose. Donc, parce que la collaboration en matière de cybersécurité et en matière de création d'une communauté cyber, surtout en Algérie, c'est très important parce que ça va aider à augmenter les compétences, à acquérir d'autres domaines, à aller plus vite en matière de protection des systèmes d'information. Absolument. Exactement. Donc, et pour l'autre chapitre, c'est CSA qui s'appelle le Cloud Security Alliance, l'Ittihad يعني السحابة. Donc c'est aussi Cloud, c'est Sahaba. Oui. D'accord. C'est surprenant, mais logique. Exactement. Donc le chapitre CSA Algérie. Donc Cloud Azure, c'est Sahaba Zarqa. Bon. Sahaba oui, mais pour la partie Zarqa, je suis pas sûr. On peut dire c'est un acronyme peut-être spécifique en Microsoft. Très bien. D'accord. Donc CSA, c'est presque la même chose. Donc, on a aussi ou bien le Cloud Security Alliance. Donc, on a des standards internationaux, on a des référentiels, on a des audits en matière de sécurité cloud, oui. Le cloud عندنا في الجزائر on en a Oui. 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 Bon, quand on a cloud في الجزائر, c'est pas le cloud américain اللي كامل نشوفوه en ligne, par exemple Azure, AWS, etc. Donc, il y a des modèles de déploiement. Donc, il y a des clouds publics, hybrides, etc. En Algérie, on a quelques grands comptes qui ont déjà des infrastructures cloud privées. D'accord. Donc, un cloud dédié pour... Très C'est ça la différence entre, par exemple, l'écosystème du cloud maintenant en Algérie et l'autre partie européenne, américaine, etc. C'est des entreprises qui ont des data centers qui proposent des services cloud. Ça sera pas le même service que propose Azure, Google, mais c'est des services que tout le monde peut utiliser. L'hébergement, des services un peu spéciaux qui utilisent le cloud, des généralement, machines. c'est pour des données très sensibles et c'est une affaire de souveraineté nationale. Exactement. Après, le but, c'est un peu ça. Le but aussi de créer quelque chose qui soit national aussi dans le cloud. Et donc, vous travaillez avec ces entreprises-là sur cette partie-là du chapter CSA? Oui, pour la partie CSA, c'est assez nouveau parce que le chapitre a été, on peut dire, fondé 2 mois, 3 mois. Oui, février-mars, on a commencé l'établissement du chapitre CSA. Donc, on est, on va dire, juste au début. On essaye de chercher de la collaboration avec des entreprises, avec des services cloud providers en Algérie pour pouvoir promouvoir la sécurité cloud et aller toucher plus de professionnels, plus d'étudiants et sensibiliser, vraiment pousser à sensibiliser cette sécurité. Très bien, on fait une petite pause, messieurs, dames, et on revient juste après. 15h35 sur les ondes de Radio Aïchin 3, vous écoutez Médiatique présenté par votre serviteur Reda Menassel. Nous continuons notre passionnante exploration de la cybersécurité en compagnie de notre chroniqueuse Dalila Harrat. Alors, Tahar Amin, OWASP, moi, quand ça m'a beaucoup intéressé, au Mahdi aussi, ça m'a beaucoup intéressé parce que effectivement, ça touche quelque chose qui est très critique dans la cybersécurité, parce que comme on a sécurisé la partie matérielle, on a sécurisé la partie réseau, mais le code est aussi très très important à sécuriser. Donc, dans vos actions, expliquez-nous comment vous allez promouvoir cette façon de faire, et notamment envers les développeurs. Alors, Dalila m'expliquait en off quelque chose que j'ignorais complètement, c'est-à-dire que très souvent, les applications algériennes, elles ont des failles tout simplement. Oui, beaucoup de failles. C'est-à-dire que beaucoup de développeurs apparemment négligeraient l'aspect sécurité au moment de coder. Absolument. Mathieu. Tout d'abord, selon WASP et le standard, il y a beaucoup de standards qui suivent et qui va aider à la protection d'applications web, mobile et desktop. Avec OWASP, qu'on a fait comme projet, comme mon collègue l'a dit, on a fait quelques événements de sensibilisation, quelques workshops, quelques conférences, pour attirer, on va dire, l'attention du public envers ces dangers-là. C'est ça. Qui est les vulnérabilités qu'on va trouver, les failles qu'on va trouver. Ça touche les professionnels, mais ça touche le grand public. L'utilisation de ces applications, c'est vraiment si le grand public, ça revient même au faible mot de passe qu'on va utiliser, ça revient au code sensible qu'on va utiliser derrière. Donc l'un des projets d'OWASP, c'est vraiment la sensibilisation du grand public, des professionnels sur les applications. Mais avec le chapitre algérien, on va dire qu'on n'a pas juste fermé sur l'applicatif, mais on a touché plusieurs domaines. Comme l'événement qu'on avait fait à Mdia, avec le club Techverse, qui est Techverse Intelligence Day, on avait plusieurs workshops et conférences, comme on l'avait dit, sur
sur l'aspect défensif de la cybersécurité. Il y avait il y avait une conférence sur le cloud. Il y avait une conférence sur l'investigation digitale. Donc qu'est-ce que c'est l'investigation digitale? Qu'est-ce que l'investigation digitale? Après un crime qui soit fait sur un cybercrime. Voilà, plutôt un cybercrime qui est sur un moyen technologique. D'accord. C'est toute une investigation qui va se faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est la faille? Où est la complicité éventuelle, etc. D'où c'est passé? Comment c'est passé? D'essayer vraiment de trouver toutes les traces, surtout les traces. Toutes les traces qui peut ouvrir ce problème. Oui, mais qui peuvent constituer des preuves aussi devant la justice. Exactement. Bah oui, parce que c'est le forensic, ça veut dire c'est des médecins légistes du digital, en quelque sorte. C'est tout un, c'est NCIS. NCIS, voilà. Cyber NCIS, d'accord. Bah, même dans la section NCIS, il y a les deux équipes. Je dirais. Très bien. Et comment, après tout ce que vous expliquez en matière de sensibilisation, etc., comment ça se fait que le développeur continue encore et toujours à coder sans prendre en compte tous ces aspects? Comment vous l'expliquez? Exactement. Et l'un des projets qui suit, qu'on travaille dessus sur WASP, d'ailleurs je remercie toute l'équipe qui travaille très dur ces jours-ci, c'est la création de contenu, pour le public. Donc il faut faire plus de sensibilisation sur les réseaux et appeler à voilà le standard qui est utilisé, voilà les failles qui est normalement trouvées ou on va dire communément patcher. Donc il y a un grand projet qu'on demande vraiment s'il y a des volontaires à nous aider. Création de contenu sur tous ces problèmes-là. Vous pouvez aussi contacter des communautés de développeurs. Il y a une grande communauté qui est sur Facebook aussi, qui est très intéressante, que vous pouvez voir avec eux. Et puis, il y a aussi des communautés qui sont un peu sur LinkedIn et que vous devriez... moi, je pense que c'est un vrai problème pour les développements. Toute la partie développement, il faut vraiment sensibiliser les gens là-dessus. Je vais poser la question directement que personne n'a osé poser. Ça se pirate beaucoup, les applications algériennes? Ça se pirate comme d'autres. Pas que d'algériennes. C'est une réponse bien trop diplomate. Pour être honnête. Sérieusement. Non, c'est vraiment sérieux. Sérieusement, les applications algériennes sont pas d'une maturité exceptionnelle, on va le dire. Mais à comparer à d'autres applications à l'international, je dirais que ça pourrait s'équivaler. Après, dépend des applications et de l'effort fourni derrière. Et il y a toujours un effort à faire, à auditer son application. Il faut l'auditer, il faut toujours ne pas en rester. C'est vrai que la facilité pour un développeur, c'est le résultat que donne son code, mais pas forcément, il faut aller sur de l'optimisation par la suite et puis de l'audit. Roslan, vous voulez intervenir? J'ai une petite question. Combien ça coûte aujourd'hui de se former sur ça et comment est-ce que vous gagnez votre vie dans le fait de diffuser justement ce genre de formation? On sent le chef d'entreprise. Hein, c'est du volontariat. C'est du volontariat, non? Les gens parce que vous avez beaucoup parlé de gratuité depuis tout à l'heure et donc forcément, au bout d'un certain temps, il faudrait que les gens puissent savoir comment, vous-même d'abord comment en vivre, et puis les gens qui aujourd'hui nous écoutent et aimeraient potentiellement en profiter, mais pas sur le court terme, c'est-à-dire pas juste venir s'informer, mais pour éventuellement mettre en place justement ces standards et ces systèmes. Combien est-ce que potentiellement ça leur coûterait et quelle serait la manière de faire en passant par vous? Côté on va dire en répondant côté business, bien la question je vais la répondre. Je vais la prendre. Si on fait un retour of investment, on va dire que il y a de la gratuité derrière, mais il y a toujours un investissement. Qu'on sait déjà premièrement équilibré, ça reste du personnel, ça reste un effort fourni. C'est du volontariat, c'est des initiatives très volontaires. C'est ce qui est beau dans tout ce qu'ils font. Et ça, Roslan, il a du mal à comprendre. Oui. et ça reste que ce qu'on fait, il y a déjà un petit retour. Il y a plusieurs entreprises qui nous contactent. Vous faites de la sécurisation de systèmes d'information ou d'applicatifs. Est-ce que vous pouvez nous faire des audits c'est-à-dire en termes d'image, en termes de... Voilà, même en tant que ça a un retour. D'accord. Donc ça vous permet de vous positionner sur le marché, de vous faire connaître aussi et de faire du bruit.
Roma, c'est surtout, les chapters sont surtout sur c'est du volontariat, c'est-à-dire qu'ils font ça sur leur temps, sur leurs efforts, mais en même temps, ça permet de constituer un vivier d'experts, en quelque sorte, de les identifier aussi à un certain moment et de savoir, c'est-à-dire les entreprises Qui fait quoi, etc. Et puis les entreprises vont les contacter pour, Amine pourrait aller un peu plus sur ça. Justement, je vais rajouter juste 2 points. Par exemple, on a le premier point, parce que la question d'Osna, c'est très logique, c'est sûr, mais il faut compter sur autre chose. Par exemple, dans le domaine de la cybersécurité et tout ça, on a des accréditations et des certifications internationales. D'accord. Donc ces certifications-là sont basées sur des normes internationales. Maintenant, pour maintenir ces certifications-là, il faut contribuer à la... ou bien pour la communauté globale, locale, régionale. Ça fait partie des exigences de la certif elle-même. Exactement. Donc pour maintenir cette accréditation, bien cette certification, il faut activer et avancer et engager avec la communauté, partager, crier, etc. Ils vous engagent eux-mêmes à contribuer, à créer d'autres communautés. Voilà. Exactement. Ça, c'est pour un côté, par exemple. Mais pour le deuxième point, ces organismes-là l'ont déjà, par exemple, des programmes de formation et des certifications professionnelles. Ce genre de certification, c'est pas gratuit. Donc c'est payant. Donc ça, c'est un axe, par exemple, pour avoir certain argent. Mais pour le travail de le partage, les événements, la sensibilisation et tout ça, c'est complètement gratuit. Ah, mais de toutes les façons, c'est votre marketing, de toutes les façons. C'est comme ça que vous devez faire connaître votre produit et justement votre capacité à pouvoir intervenir au sein des sociétés pour régler ce genre de problématiques. C'est de la même manière que les conférenciers qu'on voit à droite et à gauche, ils le font gratuitement, etc. Et les entreprises font appel à eux par la suite pour leurs besoins professionnels. Il nous reste à peu près un petit quart d'heure d'émission. On essaie de faire un peu de vulgarisation en matière de cybersécurité. C'est quoi les bonnes pratiques en 2024 pour un Algérien lambda qui utilise l'informatique pour ses besoins professionnels? Qui s'y colle? L'informatique, la cybersécurité pour les nuls. Allez, Mehdi. Je dirais pour le grand public, ça reste vraiment une initiative très très large. Ça reste de tout objet, toute information personnelle dont il faut en prendre conscience. Si tu as un objet de valeur, si tu as une carte d'identité, tu as une carte nationale que tu vas mettre dans ta poche pour cacher au quotidien, sur les réseaux sociaux, tu vas pas l'exposer aussi. Sur Internet, lors d'inscription, quel que soit X, tu vas pas t'exposer comme tu ne le fais pas dans la vie normale. Donc ça prend tout genre de forme. Et il faut rester, on va dire, ce qui est l'une des lacunes, c'est le manque de sensibilisation et de la formation. D'accord. Sur la cybersécurité, un peu de danger. Les gens qui mettent leur flash disk n'importe où, qui laissent leur session ouverte, voilà. Mot de passe faible qui peut être vite fait craqué. Alors évitez le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactement. Même email sur tous les réseaux et voilà. Les pièces jointes. On va l'expert là déjà. Un peu de ça. C'est vraiment ça. Et dans nos chapitres, c'est vraiment on essaie de vulgariser tout ça. Sur les premiers points, la radio, la télé, les réseaux sociaux. Donc on essaie de faire ça. C'est la sensibilisation. Un travail continu. Sur une session, sur une journée, sur un an, ça va pas toucher, ça va pas marquer les esprits. J'avais vu une vidéo qui m'a absolument impressionné il y a quelques semaines. C'est un white hat très connu aux USA, dont le nom m'échappe, mais que je vais mettre sur la page Facebook de l'émission, il s'est prêté à un jeu très simple. Une youtubeuse américaine a publié une photo du hublot de son avion. Juste le hublot de l'avion. Avion, elle est en train de voler. Elle a juste publié ça. Il a trouvé où elle était. Où est-ce qu'elle était, quel était l'avion, à quelle heure cette photo a été prise, la position de son siège. C'est plus qu'impressionnant. Et ça lui a pris quoi, 1 heure? 1 heure, oui. Absolument. En 1 heure, j'ai vu cette vidéo. Il a réussi à la stalker alors que le niveau de données était faible. Était infinitésimal. Donc voilà, il faut vraiment faire très attention à ce qu'on publie sur Internet, parce que là, on mâche carrément le travail aux hackers potentiels. C'est vraiment ça. Vous, le grand public, pense que c'est faible d'informations, mais après, quand on prend plus de détails dans l'information,
la localisation, le lieu, les détails de l'image, le format de l'image, est-ce qu'il y a des informations qui sont dessus, la date, c'était un vrai l'horaire. travail de détective impressionnant. Oui. Hein, franchement. Du Blue, on peut remarquer le soleil où il était. Tout à fait. Sur le vol, il y a maintenant des sites web qui annoncent et qui met en ligne tous les vols au moment X. Justement, il a trouvé là, c'était sur l'aile, il y avait un numéro. Donc on peut retourner l'aile, on peut reprendre le parcours. Franchement, On peut reprendre le parcours de l'avion, on peut reprendre un C'est numéro, ça. ce qu'il peut trouver. Donc on peut Et c'est surtout gratter un peu peut-être, partout. l'une des choses que surtout pour nos enfants, franchement là, moi en tant que mère, c'est des choses qui m'inquiètent beaucoup. c'est-à-dire, par exemple, C'est installer n'importe quoi sur les téléphones et sur les appliances et là vraiment il faut faire très attention, surtout pour moi je dis aux parents de faire très très attention. alors parce que déjà, leurs tous les enfants- psychiatres s'accordent partout dans le monde, c'est pas avant 4 ans. Les écrans. Certes. Déjà, ça, c'est clair, net et Mais précis. Et par la suite, il faut les chapeauter, enfants, ils bien sont plus évidemment. dangereux à partir de 7 ans. Franchement, croyez-moi. On a bien senti la détresse qu'elle est là. À partir de 7 ans, ils commencent à cacher, ils commencent à devenir cachetiers, ils commencent à avoir une petite vie privée, Des enfants, etc. hein, voilà. Et donc, c'est à partir de là qu'ils sont plus conscients, ils savent manier les choses. Et donc, vraiment, moi, je dis aux mamans, regardez tout de suite toutes les applications, supprimez-les si vous ne les connaissez pas. Tout simplement. Parce qu'ils ont tendance à aller sur Google Play ou sur et ramener des choses, ils croient que c'est des jeux, et parfois ça n'en est pas. Et donc il faut faire très très attention par rapport à ça. Si on essaie de prendre un peu de hauteur par rapport à ça, est-ce que l'Algérie, de manière générale, est bien protégée? Est-ce que ça reste des attaques d'individus? Est-ce que c'est des individus malveillants mais pécuniers, c'est-à-dire c'est vraiment des données financières, ou c'est vraiment pour... Ou alors c'est plus la guerre de nouvelle génération? Où est-ce qu'on en est? on va dire, vous avez vraiment demandé... Alors les réponses diplomatiques, c'est pas que dit. Non, pas du tout. C'est vraiment ce qu'il en est. Au classement, dans un site web qui fait un classement sur la cybersécurité en J'ai vu général, le chiffre en question. où on est classé à la 100e position, vraiment loin du standard qui existe maintenant. On va dire que même, on parle pas d'une cybersécurité gouvernementale, on parle pas C'est d'un exactement ce que j'allais dire. établissement C'est-à-dire tout ce vraiment qui est protégé. militaire, tout ce qui est gouvernemental, Ça, c'est l'Algérie est au protégé, fond. oui. Ça, et ce n'est pas du patriotisme, c'est vraiment les faits qui le disent. Par contre, les grandes entreprises, les administrations, ça c'est un autre débat. Voilà, cela peut être vraiment des erreurs humaines qui peuvent vraiment ouvrir des portes à des personnes pas expérimentées. Comme on dit, script qui dit en jargon cybersécurité, il a une expérience en cybersécurité, mais il n'a pas de grande qualité, de grandes skills, où il peut trouver la porte ouverte. Et là, ça peut carrément, la être porte ouverte, une petite porte peut-être, une petite fenêtre, mais oui, il trouvera l'accès, et là, ça peut être vraiment un danger. Un dangereux, oui. Surtout ces jeunes-là. Oui, Roselyne. Oui, la question c'est est-ce qu'on a assez aujourd'hui d'infrastructures pour considérer qu'on est une cible? Quand on voit aujourd'hui que la plupart des Algériens et des institutions algériennes ont des mails qui sont sur Gmail ou sur Hotmail, les serveurs ne sont pas en Algérie. Tout à fait. La plupart des utilisations qui sont faites sur les réseaux sociaux sont les réseaux sociaux, les data centers de Google, de Facebook, de Meta, les clouds Azure et autres ne sont pas non plus en Algérie. Donc la question c'est est-ce à D'un quel côté, point c'est dur de concurrencer. à On se souvient des deux initiatives de Facebook DZ. Ça a été lancé il y a quelques années. Ça peut pas fonctionner. On peut pas concurrencer un GAFAM à ce niveau-là. Ah non, mais il n'est pas question de concurrencer. Il est question ou d'abord d'ouvrir, de s'ouvrir et de leur permettre éventuellement de venir s'installer ici. Ça me fait rebondir sur ça n'a peut-être, ça n'a pas grand chose à voir, mais aujourd'hui, si je reviens en fait sur les aspects d'intelligence artificielle, le coût du développement d'un nouveau modèle sur parce que c'est aussi ça vient forcément de data center. Tout est enfin les ordinateurs auxquels on apprend et qu'on entraîne aussi sont des ordinateurs qui sont dans des data centers. Aujourd'hui, le coût de production justement d'un nouveau modèle, quand on fait évoluer par exemple ChatGPT 3.5 à ChatGPT 4, ça coûte approximativement entre 100 et 150 millions de dollars. 150 millions de dollars pour une sur génération. Sur chaque dollar qui est investi, il y a 70% qui sont le coût énergétique.
La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, un pays comme l'Algérie n'a pas une carte à jouer? Aujourd'hui, on a des pays comme, par exemple, la Norvège. La Norvège qui a signé des contrats pour justement faire, étant donné qu'ils sont producteurs énergétiques, voilà, pour justement pouvoir ouvrir justement leur data center et de permettre justement aux grosses sociétés dont c'est aujourd'hui l'enjeu majeur, c'est-à-dire je parle des Meta, des Google, bien sûr des OpenAI, etc., d'aller installer leur data center de manière à ce qu'ils aient un coût énergétique qui soit un petit peu plus bas et donc forcément baisser le coût de développement. Ce serait une double rentabilité pour l'Algérie et un accès à sa technologie et le fait de faire entrer de l'argent. Mais surtout, si ça se fait, ça veut dire qu'on a aussi un transfert technologique qui se fait parce que les gens vont devoir venir amener et installer leurs éléments ici, leur data center ici, avec tout ce que ça implique comme nouveaux emplois, comme le fait en fait. La question que je me pose, c'est est-ce que on ne devrait pas réfléchir, est-ce qu'on n'aurait pas une carte à jouer dans ce domaine? Tahar ou Mehdi, qui veut réagir à ce que vient de dire Roselyne, ce serait une bonne idée ou pas? Pour moi, ça serait une très bonne idée. D'une vue technologique, c'est très intéressant. D'une vue d'intelligence artificielle, oui. Mais après, dès qu'on part sur une logique un peu plus axée sécurité informatique, surtout, cybersécurité, législatif à l'Algérie et à d'autres pays, ça se complique. Ça se complique vraiment. Pourquoi ça se compliquerait? Parce qu'aujourd'hui, c'est la plupart de ces sociétés technologiques ont leur propre standard de sécurité. Donc, s'ils viennent aujourd'hui, si on ouvre un compte chez Google, c'est Google qui est responsable de notre sécurité. C'est pas nous. C'est-à-dire que si on se fait hacker, ça veut dire que les serveurs de Google se sont fait hacker. Et c'est pas à nous d'assurer notre sécurité. On ouvre chez eux justement parce qu'ils arrivent avec tout ce bunch technologique, tout ce panier technologique qui nous permet à nous de faciliter la création et l'accès justement à nos données, mais qui sont en principe sécurisés parce qu'ils ont un level de sécurité qui est très élevé. Ils ont leurs propres standards. Les standards qui sont utilisés chez Google, chez Microsoft ou chez OpenAI ne sont pas les mêmes. Mais le souci, il est législatif, comme je disais, c'est-à-dire à qui serait soumis Google s'il venait en Algérie, par exemple? À la loi américaine, à la loi algérienne? Ça se tamponne, ça se télescope. Ça risque d'être compliqué cette adaptation. Faut voir comment ça se fait ailleurs parce qu'ils sont partout aujourd'hui. Mis à part en Chine, ils sont partout. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup messieurs de nous avoir fait l'honneur de votre présence. Merci beaucoup d'aller là pour tous des efforts. Quant à toi qui m'écoutes et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde et à jeudi prochain.